Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un 5e épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu, aujourd'hui, on va te parler de topologie, d'erreurs de topologie et d'UV. C'est un peu un passage obligé parce que malheureusement, c'est une matière un petit peu plate, mais il faut passer à travers pour avoir un bon résultat au moment de faire notre modélisation. Cela étant dit, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouveaux épisodes. Mais d'abord, un petit message qui me tient vraiment à cœur. Merci. Depuis que j'ai lancé la série sur Blender, les abonnements sur la chaîne ont explosé, littéralement. Je le sais que c'est très peu pour l'instant parce qu'on est à 150 abonnés, mais sachant que normalement pour avoir environ, j'ai eu 25 abonnés dans la dernière semaine en gros, pour avoir ça normalement, ça peut me prendre plusieurs mois. Et là, j'ai eu ça en moins d'une semaine. Donc, merci. Et évidemment, continuez de vous abonner en grand nombre. Cela étant dit, un premier point en termes de topologie, il y a une expression en 3D qui dit « Scaling is evil ». Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'outil homothétie, cependant, il vaut mieux s'en méfier et l'utiliser de la bonne façon. Je m'explique. Disons que vous décidez de modéliser une table. Et pour commencer, vous commencez évidemment par scaler un cube, vous l'aplatissez, vous l'étirez un petit peu, et vous commencez à modéliser votre table à ce moment-là. Malheur, vous faites pas attention pendant que vous déplacez votre table et vous utilisez le scale, vous faites pas attention, vous le remarquez pas, et malheureusement, vous n'arrivez plus à annuler cette manipulation-là. Vous vous retrouvez donc avec une table qui a été tirée dans la mauvaise direction et vous décidez évidemment, de la remettre à un scale de 1, 1, 1. Et vous vous retrouvez avec ceci. Ceci est une table. Je sais pas si... Ok, attendez une petite seconde. Je vais revenir ici. Donc, ceci ne marche plus. Ok, donc normalement, c'est un objet 3D, mais il veut pas me l'afficher. Cela dit, donc, excusez-moi. Voilà. Donc, ceci est une table. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, ma table devrait ressembler à ceci, mais à la place, j'ai ça. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est simplement que quand j'ai commencé à modéliser, j'ai fait mon scale en mode objet. Je me suis donc retrouvé avec une table qui avait un scale de base de 3.035, 0.193 et 6.604. Et au moment de remettre tout ça à 1, bah, je me retrouve avec cette monstruosité. Ce qui n'est pas une table particulièrement pratique, on va le dire comme ça. Cela étant dit, on peut corriger cette erreur-là si on s'en rend compte à temps en allant dans le menu Objet, Apply et Scale, pardon. Et à ce moment-là, vous aurez votre objet qui sera à nouveau au scale 1, 1, 1. Donc, ça peut vous éviter ce problème-là si jamais vous en rendez compte. Cela dit, juste avant d'aller plus loin, je vais passer dans Blender une petite seconde pour vous parler d'un petit truc. Je me rappelle pas si j'en avais parlé, mais au cas où, on va en reparler rapidement. Il s'agit des outils de sélection de loop dans Blender. Donc, je me retrouve avec un petit cube que j'ai improvisé très rapidement. Il y a des outils qui permettent de sélectionner plusieurs edges ou plusieurs composants en même temps. Donc, en appuyant sur Alt et en faisant un clic sur un edge, vous pouvez sélectionner le edge loop au complet, donc le tour de mon objet au complet. Notez que ça marche aussi avec les faces et les vertex. La seule chose, c'est que vertex et face, il faudra choisir dans quelle direction vous allez vous diriger. Donc, par exemple, si je veux sélectionner dans cette direction-ci, ben, je vais mettre mon curseur juste un petit peu au-dessus de mon vertex. Tandis que dans l'autre direction, je vais le mettre juste à côté. Même chose avec les faces. Donc, on se rappelle que les raccourcis clavier pour passer du mode Edge, Vertex, Face, c'est 1 pour Vertex, 2 pour Edge et 3 pour Face. Cela étant dit, il y a un autre petit raccourci que je voudrais partager avec vous, c'était le... C'est ça, donc, Shift, Contrôle pour agrandir, en fait, pour sélectionner le chemin le plus rapide entre deux points. Donc, par exemple, si je veux sélectionner de celui-ci à celui-ci, CTRL SHIFT, clic, et ça me permet de sélectionner un range de composants. Ça marche encore une fois avec les edges et les vertex, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc, CTRL SHIFT et
Alt pour les sélections de loop. Donc, cela étant dit, ça c'est fait. Petit retour aussi sur les modificateurs on a survolé. Il y en a quelques-uns que je voulais juste partager avec vous très rapidement. Les plus utilisés, entre guillemets. Il y a le array qui permet de faire des duplicata. Le boolean qui permet de combine et soustraire des géométries entre elles. Je vais juste relancer ça. Donnez-moi une petite seconde. On a les bevels qui créent des biseaux automatiques, si on l'avait vu. Le miroir, si on va en parler probablement plus au prochain cours, mais il y a quand même une utilité qui permet de faire un objet symétrique d'un côté et de l'autre. J'en reparle la semaine prochaine. Solidify qui permet ça, comme on l'a vu, de créer une épaisseur. Smooth qui lissera votre mèche, donc qui va atténuer les étirements, entre guillemets, ou les éléments qui sont surélevés ou enfoncés. Et Shrink Wrap qui permet de contracter un objet sur une cible. Ça, on en reparlera au moment où est-ce qu'on va parler de Sculpt. C'est excessivement pratique là-dedans. Vous avez évidemment aussi subdivision de surface qui permet de subdiviser votre mèche. Donc, raccourci clavier pour celui-là. CTRL 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 qui permet de changer le nombre de subdivisions de votre objet. Maintenant, pour en revenir à la topologie. Pour être correctement modifié par la subdivision de surface ou pour être admis, une géométrie doit suivre certaines règles de base. Votre mèche doit être constituée principalement de quads, c'est-à-dire des polygones à 4 côtés. Les triangles peuvent être acceptables, cependant, vous ne pouvez pas avoir de polygones qui ont plus que 4 côtés. Vous devez aussi tenter d'éviter les polygones trop étirés. Autrement dit, vous essayez de viser quelque chose qui ressemble vaguement à un carré et vous évitez ce qui ressemble à un très long rectangle. Pour ce qui est des triangles, cependant, c'est permis ou pas? Oui et non. En fait, les algorithmes de subdivision donnent de mauvais résultats avec les triangles. En cinéma, comme les modèles sont généralement subdivisés, on a tendance à les éviter ou à les laisser à des endroits qui vont être plats, invisibles ou qui ne seront pas animés. Rassurez-vous, on en reparle dans une minute. En jeu vidéo, en revanche, on peut utiliser les triangles à notre avantage parce que en jeu vidéo, les modèles ne sont pas subdivisés. Donc, en jeu vidéo, les triangles auront deux principales utilités. Améliorer la qualité d'une déformation ou appliquer une texture à un endroit spécifique. Donc, si je viens dans Blender une petite seconde pour vous expliquer, pour vous donner plutôt un exemple, donc je vais supprimer ça. Je vais me faire un plane et je vais juste le modifier très rapidement. Donc, en ce moment, j'ai un plane qui est par défaut constitué de deux triangles. En fait, un logiciel 3D va toujours, on va dire, trianguliser les objets 3D de façon systématique à chaque fois qu'il va les afficher. Donc, même si on voit pas le edge ici, il y en a un qui existe quelque part dans le logiciel. Cependant, en ce moment, comme vous le voyez, j'ai ce qu'on appelle une face qui est non planaire. Autrement dit, j'ai deux vertex, ces deux-là, qui sont plus hauts que les autres, et ça crée une surface qui est concave. Donc, autrement dit, qui a un pli à l'intérieur, on va le dire comme ça. En jeu vidéo, quand on a un modèle qui est animé, par exemple un personnage, il peut arriver que le logiciel décide de plier un polygone dans la mauvaise action et d'afficher justement comment je dirais ça, un pli qui est peut-être pas celui qu'on voudrait avoir. Par exemple, dans ce cas-ci, si je voulais avoir un pli qui se fasse dans cette direction-ci, donc qui relie ces deux vertex-là, ben en ce moment, c'est pas ça que j'ai. Par conséquent, ce que je peux faire, si jamais je le sais que c'est dans ce sens-là que mon objet est censé se plier, je peux le forcer en créant un edge à cet endroit-là. Comme ça, je m'assure que mon objet plie dans la bonne direction. De la même façon, si je veux m'assurer qu'il plie dans cette direction-là, ben je peux aussi rajouter un edge juste ici. Et de cette façon-là, je m'assure que mon objet plie dans la bonne direction.
L'autre raison pour laquelle on peut être appelé à utiliser un triangle en jeu vidéo, c'est simplement pour ajouter une séparation entre deux textures, par exemple. Disons que j'ai un sentier qui doit faire une forme très spécifique et je pourrais utiliser effectivement un triangle pour séparer la texture d'un sentier, par exemple, d'une texture d'herbe de l'autre côté. Donc, du coup, un triangle subdivisé, ça fait quoi? Eh bien, ça va créer une tension dans votre géométrie. Cette tension sera visible sur toute surface courbée si celle-ci est subdivisée. Donc, par exemple, ici, on a une surface qui est non subdivisée. De ce côté-ci, elle n'est pas constituée de triangle, et de ce côté-ci, j'ai placé malheureusement deux séries de triangles, une à côté de l'autre ici. Si je fais une subdivision sur cette surface-là, ça va me donner ceci. Donc, ici, on voit que ma surface constituée uniquement de quad reste parfaitement droite, tandis que celle-ci va avoir une espèce de tension qui va laisser des artefacts au moment du rendu. Donc, si on regarde ici, effectivement, on voit que de ce côté-là, on a certains artefacts qui deviennent visibles. Et on le voit encore mieux au moment de faire un véritable rendu. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire des triangles. Cependant, il y a des situations où est-ce qu'on n'aura pas le choix d'avoir des... comment je dirais ça? Des loops qui vont... on doit, dans le fond, faire communiquer des loops, par exemple, deux loops vers une seule série de polygones. Donc, 1 à 1, ça c'est normal. Ici, j'ai deux polygones, mais seulement un en bas, ou trois polygones en haut et un seul en bas. Il y a des topologies qu'on peut utiliser pour facilement corriger ce genre de situation-là. Et dans ce cas-ci, je le sais qu'il y en a qui vont dire que ça, c'est un triangle. Non, ce n'est pas un triangle, parce que je me retrouve avec un côté, deux, trois, quatre côtés. Même chose ici. Un, deux, trois et quatre. Donc, ça, c'est quand même considéré comme des quads. Cela dit, si je reproduis cette, on va dire cette topologie-là, je peux rediriger un courant vers la gauche et celui ou vers la droite. En fait, dans ce cas-ci, ce serait j'en redirige un vers la droite, comme on voit ici, il y a deux côtés. Même chose ici, je pourrais rajouter en fait un espèce de coin dans cette direction-là qui me permet de rediriger le courant vers la gauche, ou le faire revenir sur ses pas si jamais j'en ai trois. Bref, ces topologies-là, c'est un peu, on pourrait dire une cheat sheet qui permet de rediriger vos courants en 3D. Donc, vous pouvez évidemment y accéder avec la petite adresse que je vous donne en bas. J'ai essayé de la mettre dans la description pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement. Attention, sur des surfaces courbes, il est aussi possible que ces topologies-là laissent des artefacts, donc il faut quand même faire un petit peu attention quand on va les utiliser. Le mieux, c'est souvent de trouver un endroit plat ou caché pour faire ces conversions. Il est aussi possible que des triangles donnent une déformation acceptable dans un mesh final. Par exemple, les voitures avec des lignes très aérodynamiques qui finissent en pointe peuvent utiliser des triangles à leur avantage. Par exemple, sur ceci, il y aurait par exemple le phare ici ou l'espèce de petite pointe dans l'arrière ici qui peuvent utiliser des triangles, idem ici ou ici, parce que ça va donner un espèce de crease dans la topologie. Donc, ça peut, j'insiste sur le conditionnel ici, ça peut donner des bons résultats. Autre petit truc, vous pouvez facilement transformer un triangle en quad en ajoutant un edge, donc ce qu'on appelle un triangle fan comme extrémité d'un cylindre, peut donc être transformé en une série de quads en utilisant seulement un edge sur deux. Donc, si on donne l'exemple d'un grid ici, si je rajoute juste une ligne ici, ben, je transforme ce triangle-là en quad. Et je me retrouve avec une situation acceptable. J'aurais juste à faire la même chose de ce côté-ci et j'aurais plus de triangle dans mon mesh. Cependant, comme c'est une surface plane, c'est pas très grave d'avoir des triangles dans ce cas-là. Dans le cas d'un cylindre, je peux effacer un edge sur deux pour transformer les triangles du triangle fan ici en une série de quads. Faut faire attention cependant parce que l'impact de cette modification-là va se voir sur mon mesh. Par exemple, ici, j'ai trois topologies
et en haut, on a la topologie une fois subdivisée. Et si on regarde, par exemple, celle du centre, c'est particulièrement visible. Vous remarquerez que j'ai un espèce de carré qui reste visible ici, ce qui va donner un espèce de forme un petit peu bizarroïde une fois subdivisée. Donc, moi, ce que je vous recommanderais, si jamais vous utilisez ça, assurez-vous d'avoir toujours 2 edges au moins avant d'atteindre le bord. Comme ça, vous allez vous assurer que votre cylindre reste vraiment cylindrique. Donc, voici maintenant quelques erreurs de topologie typiques et comment les réparer. Donc, premier, des vertex et edge superposés. Ça va se voir surtout si je prends juste Blender ici une petite seconde. Donc, si jamais ça arrive, par exemple, quand on va avoir une extrusion dégénérée. Donc, par exemple, je fais une extrusion, je viens pour la faire, mais là, le téléphone sonne. Clic droit pour la remettre à son emplacement. Puis là, j'oublie que j'ai fait mon extrusion et je me retrouve ici avec 2 séries de edges qui vont être superposées. En ce moment, ça paraît pas trop, mais si je viens juste les bouger juste un petit peu comme ça et que je fais une subdivision, je me retrouve avec un mesh qui va être hyper pincé à cet endroit-là, mais je ne le vois pas nécessairement. Donc, à ce moment-là, le truc que vous pouvez faire pour analyser votre mesh, c'est simplement aller dans vos modificateurs, la petite clé à molette, et on va activer la subdivision sur la cage. Donc, comme ça, quand je vais rentrer en mode edit, je vais pouvoir voir ma cage appliquée directement sur mon mesh et me rendre compte que, ah, ben, j'ai 2 edges exactement au même endroit. Donc, on se rappelle que pour effacer une série de edges, CTRL delete pour la donc, CTRL delete ou delete directement pour aller le choisir. Donc, normalement, ce serait dissolve edges ou plus simplement CTRL delete pour la dissolve automatiquement. Et je me retrouve maintenant avec un mesh qui va être plus normal. C'est la même chose aussi. On peut avoir aussi des vertex superposés. C'est un petit peu le même principe. Petit point sur les surfaces qui vont être superposées. Un logiciel ne peut pas, un logiciel 3D ne peut pas afficher 2 polygones exactement au même endroit. Par conséquent, si vous placez 2 surfaces qui vont être exactement l'une par-dessus l'autre, vous allez avoir des artefacts qu'on appelle du Z-fighting ou Z-fighting ou combat de Z en français. Ce problème d'affichage est causé par le fait que l'ordinateur ne sait pas lequel des 2 polygones vient avant l'autre. C'est d'ailleurs c'est analogue pardon, au problème du Z-buffer qu'il y avait sur la PlayStation 1. La PlayStation 1. Donc, à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à ceci. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça, c'est que vous avez 2 surfaces l'une par-dessus l'autre et il faut généralement les décoller un minimum pour pouvoir avoir un bon résultat. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est si vous modélisez une coupe de vin et que vous décidez d'avoir un liquide à l'intérieur. Ben, le mesh du liquide, on va quand même le décoller légèrement du mesh du verre juste pour éviter d'avoir ce genre d'artefact-là. Les edges déconnectés ou les parties déconnectées, donc on peut aussi avoir des vertex déconnectés, c'est simplement des morceaux de mesh qui n'ont pas de surface, donc par exemple un edge, un vertex, une série de edges aussi, ça peut arriver, et qui n'auront pas de, comment je dirais ça, de matérialité dans votre scène parce que ben, ils n'ont pas de surface, donc ils n'ont pas de polygones qui y sont rattachés. Cela étant dit, on a finalement les surfaces non-manifold. Une surface non-manifold aura tendance à tirer une géométrie une fois subdivisée. Cependant, c'est quoi une surface non-manifold? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une surface illégale en français. Autrement dit, si je viens revenir dans Blender une seconde, l'exemple le plus classique que je peux donner, c'est si je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ceci. Autrement dit, un edge qui est connecté à 3 faces en même temps. Techniquement, c'est physiquement impossible. C'est comme si vous auriez deux. En fait, c'est comme si l'extérieur de votre corps communiquait directement avec l'intérieur. Donc, à moins d'avoir une coupure, ça se passe pas comme ça. Et comme vous pouvez le voir, mon mesh est donc excessivement pincé à cet endroit-là. Et si ça a l'air évident comme ça, quelque chose que je vois souvent avec mes étudiants, c'est un edge qui est à l'intérieur. Et ils regardent leur mesh et ils comprennent pas ce qui se passe ici. Donc, le simple fait qu'il y ait cet étirement-là, une fois subdivisé,
donne un indice qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce mesh-là. Donc, encore une fois, la subdivision. Après, on peut aller investiguer, aller voir à l'intérieur. Ah, il y a une face en trop. On la sélectionne. Et on l'efface juste ici. Et voilà, le problème est corrigé. C'est un peu le même genre d'artefact qu'on va avoir si, par exemple, j'ai un mesh qui est déconnecté. Donc, si je viens juste prendre ça ici, je me retrouve avec aussi un espèce de pincement un peu bizarre, juste ici, à cause de mon mesh qui est maintenant déconnecté. Donc, effectivement, j'ai mon mesh qui est ouvert. Et dans ce cas-là, c'est pas très compliqué à régler. On a juste à utiliser le merge. Donc, on sélectionne d'abord la partie qui est qu'on veut rapprocher, la partie vers laquelle on veut la merger. Et on va faire M au clavier pour merge et merge at last. Donc, même chose, juste ici. M, merge at last. Et on a réparé ce mesh-là. Les normales inversées vont causer un certain problème en termes d'affichage. Donc, par exemple, on le voit très bien ici, mais on le voit également ici, c'est un petit peu plus subtil en flat shading. Mais vous voyez ici que les edges restent droits comparativement aux autres qui sont un peu courbés. Donc, comment réparer ça? Si je retourne dans Blender une petite seconde et que je viens me faire une face inversée, normal, flip. Donc, vous voyez, bah, ici, c'est très clair qu'est-ce qui se passe. Donc, si jamais vous avez ce genre de problème-là et que vous regardez à l'intérieur, il est quand même, il n'y a pas de face à l'intérieur. Les vertex sont tous connectés au reste du mesh. C'est probablement une surface inversée. Donc, ce que vous pouvez faire, je l'avais montré la semaine dernière et là, je vais le chercher encore pendant une demi-heure. Ah, voilà. Donc, il est ici. Donc, Face Orientation. Et tout ce qui est en rouge, c'est une normale inversée. En fait, si je vais à l'intérieur de mon mesh, vous allez voir que tout est censé être rouge, mais celle-ci est bleue. Donc, on a juste à sélectionner la face problématique et aller dans Mesh. Et normal, flip. Si jamais vous avez plein de faces qui sont inversées, flip, vous pouvez aussi simplement tout sélectionner votre mesh, aller dans Mesh, normal, et Recalculate Inside. Vous pouvez aussi utiliser Recalculate Outside, si jamais vous faites par exemple l'intérieur d'une pièce. Mais dans ce cas-ci, ce sera Inside. Oh, outside, pardon. Donc, Mesh, normal, Recalculate Outside, et j'ai réglé le problème de mon mesh. On a aussi ce qu'on appelle des poles ou des stars en anglais. Ce sont les endroits où est-ce que vous avez des vertex qui sont connectés à plus que 4 edges en même temps. Ça va créer effectivement une tension dans votre mesh, mais gardez en tête que ce genre de topologie-là sont malheureusement inévitables en 3D, surtout par exemple quand on a des objets moindrement complexes. Par exemple, un visage, je vous garantis que vous aurez au minimum 2 ou 3 étoiles par côté de visage. Donc souvent au niveau des joues, au niveau du front aussi, ça peut arriver souvent. Donc le but, c'est d'essayer d'en éviter autant que possible, mais malheureusement, vous ne pourrez jamais vous en sauver complètement. Petit outil supplémentaire, petits outils au pluriel supplémentaires pour nettoyer vos mèches. Vous avez le sous-menu Cleanup qui peut se trouver dans Mesh Cleanup et vous avez les outils de nettoyage. Le plus utile étant le Merge by Distance, juste ici, qui permet de supprimer les éléments qui sont superposés et qui va éliminer 80% des problèmes en règle générale. Sinon, vous pouvez afficher les normales comme je l'ai fait tout à l'heure, subdiviser votre mesh ou utiliser le Shade Smooth. Le Shade Smooth, donc, généralement, quand on commence avec un mesh, il va tout le temps être en Shade Flat, ce qui va donner l'espèce de côté un peu facetté qu'on voit sur mon mesh ici. Si vous allez dans Objet, Shade Smooth, juste ici, il faudrait que je le sélectionne avant, Shade Smooth, vous pouvez avoir un objet qui va être plus lisse. Cependant, à quoi ça peut servir? Je vais juste l'appliquer ici, appliquer ma subdivision, et je vais masquer
très rapidement mon orientation. Voilà. Et je vais juste sélectionner quelques faces comme ça pour aller dans Mesh, normal, et on va flipper ces normales-là. Donc, si vous regardez, en ce moment, avec le Shade Smooth, on voit les artefacts très facilement d'une normale inversée, comparativement, par exemple, à si j'ai un Shade Flat, où est-ce qu'on va le voir un petit peu moins. Donc, le Shade Smooth peut vous aider à trouver les problèmes de surface sur votre mèche. Que si je reviens rapidement au PowerPoint, donc, ce sont quelques outils qui peuvent vous aider à diagnostiquer votre mèche. Cela dit, on arrive maintenant au UV. En gros, ce que c'est les UV, pour ajouter une texture sur un objet, il faut d'abord le déplier. Parce que malheureusement, un objet 3D se trouve dans un espace 3D, mais une image, c'est dans un espace 2D. Il faut donc, en quelque sorte, synchroniser l'espace 3D et l'espace 2D ensemble pour les rendre compatibles. L'espace dans lequel on va les coordonner, entre guillemets, ou les synchroniser, s'appelle l'espace UV. UV, c'est simplement un autre système de coordonnées, puisque X, Y et Z étant déjà occupés pour l'espace tridimensionnel. Donc, vous voyez ça un petit peu comme si on avait un autre set de coordonnées. Donc, si je reviens dans Blender très rapidement, faites une petite animation pour vous expliquer comment fonctionne le dépliage UV. Donc, je me retrouve avec un cube que je voudrais déplier. Dans Blender, la façon dont ça fonctionne, je vais juste vous afficher les raccourcis clavier une petite seconde. Donc, la façon dont on fonctionne pour le dépliage UV dans Blender, c'est par Seams. Autrement dit, on va dire au logiciel où il doit couper notre objet pour le mettre à plat, et ensuite, on va le déplier. Pour ce faire, en mode Edit, vous n'avez qu'à sélectionner les edges que vous voulez découper. Ensuite, vous utilisez le menu Edge ou le raccourci clavier CTRL-E pour les marquer comme signe. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à sélectionner toutes les faces de votre modèle, appuyer sur U et choisir déplier pour justement déplier votre mèche. Évidemment, il y a quelques subtilités supplémentaires, mais on va les voir dans une démonstration. Donc, si je reviens très rapidement dans Blender, donc, j'ai fait une petite animation pour vous expliquer comment fonctionne le dépliage. Donc, j'ai un cube que je vais vouloir déplier. Donc, première chose, ce sera d'indiquer au logiciel où est-ce qu'il va le découper. Comme vous le voyez, j'ai choisi les edges où est-ce que j'allais le découper. Et une fois que ça va être fait, le logiciel va lui-même le mettre à plat afin de mettre une texture sur mon objet. Une fois que ça va être fait, la texture va être repliée sur mon objet et appliqué sur un objet 3D. Cela dit, OK, c'est beau de le voir comme ça, mais comment qu'on le fait? Je vais le faire très rapidement pour vous. Donc, si vous voulez faire l'exercice, je vous invite à commencer par un cube. Donc, je vais le faire sur un cube très rapidement. Donc, dans ce cas-ci, quand même assez simple. Essayez de le faire du premier coup, mais en faisant volontairement une erreur. Comme ça, on va pouvoir apprendre également comment réparer une erreur de dépliage. Donc, vous voyez, j'ai désélectionné un edge. Donc, si je fais CTRL-E, je peux aller dans Mark Seam. Voilà. Attention, cependant, il y a une erreur très typique qui est d'aller dans Mark Sharp. Vous voyez que maintenant, mes edges sont bleu fluo à peu près. Donc, c'est vraiment choisir Mark Seam. Et si jamais vous vous retrouvez avec Mark Sharp, vous vous en rendez pas compte tout de suite, rassurez-vous, vous pouvez simplement aller dans CTRL-E et Clear Sharp pour réparer ce problème-là. Cependant, dans ce cas-ci, ce sera de faire Mark Seam. Une fois que c'est fait, au clavier, U pour Unwrap ou UV Mapping, et on choisit Développer ou Déplier avec Unwrap juste ici. Une fois que c'est fait, on va aller dans UV Editing pour voir un aperçu de notre dépliage. Et là, on voit que ça ne marche pas. Effectivement, il me manquait une ligne, mais disons que j'ai un modèle très compliqué. Ça ne me tente pas nécessairement de chercher pendant 3 heures où est mon edge problématique. Je peux utiliser un autre mode d'affichage de mes UV pour justement visualiser de façon synchronisée les deux côtés, donc soit mon objet 3D et mes seams en même temps, parce qu'en ce moment, il va afficher seulement les faces que j'ai de sélectionner
en 3D. Donc, pas très pratique, mais si vous cliquez sur la double flèche qu'il y a juste ici, vous pouvez donc maintenant sélectionner, par exemple, je le sais qu'il y a un problème dans ce coin-ci, et ça correspond à ce coin-là. Et effectivement, si je regarde en ce moment, il me semble qu'il manque quelque part un edge à mon dépliage, donc Mark Seam, et voilà, Unwrap. Et maintenant, j'ai un dépliage à peu près correct que je vais pouvoir utiliser pour appliquer une texture à mon objet. On va voir ça normalement dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, on devrait parler des matériaux à ce moment-là. Mais pour l'instant, je vais quand même me permettre de vous donner quelques trucs supplémentaires pour vos dépliages. Donc, si je pars maintenant d'un cylindre, juste très rapidement, faire un petit peu de modélisation juste pour dire eh oh, merci. Voilà, même chose en bas. Voilà. Rien de très exceptionnel, j'ai juste voulu rajouter quelques détails à mon cylindre, et juste pour ça un peu plus intéressant. Voilà. OK. Donc, si je prends ça, donc, on se rappelle que Alt-clic pour rajouter, pour faire une sélection sur une loupe au complet. Donc, j'ai déjà sélectionné l'ensemble des endroits où est-ce que je veux couper horizontalement mon mesh. Donc, déjà, ça devrait le faire. CTRL-E, Mark Seam. Cela étant dit, on va maintenant le couper verticalement. Je vais juste essayer de me mettre dans un axe précis. Donc ça devrait le faire jusqu'ici. Donc CTRL-SHIFT-clic pour sélectionner le chemin le plus court. CTRL-E, Mark Seam. Et A au clavier pour tout sélectionner. U, Unwrap. Ça me donne ceci. Cependant, juste pour vous donner un petit aperçu très rapide, pas de besoin de le refaire de votre côté, c'est juste vraiment un petit objet test. Break Texture, très rapidement. Add. Encore une fois, faites pas attention à ça, on va voir ça dans 2 semaines, donc pas de besoin de vous inquiéter. Si vous ne suivez pas cette partie-là, c'est vraiment juste pour illustrer mon propos. Donc, Material Preview. OK. En ce moment, si vous regardez, par exemple, cette partie-là, c'est un petit peu plate parce que c'est comme si j'avais des briques qui restaient parallèles, alors que j'ai techniquement quelque chose qui tourne sur lui-même ici. Donc, ce serait le fun que j'ai, par exemple, des briques qui fassent le tour de ma tour, disons, on va dire que c'est une tour. Donc, il y a un petit truc que je peux vous donner. Donc, si j'agrandis mon espace, suivez une petite seconde. Première chose, rappelez-vous toujours que les raccourcis clavier que je vous ai montrés pour l'espace 3D fonctionnent aussi dans l'espace UV. Donc, si je sélectionne, par exemple, un Edge 2 au clavier, vous voyez que je peux sélectionner les Edges. Je peux faire SX0. Attention, vous avez vu en ce moment un petit pépin qu'il y a dans Blender, c'est qu'en ce moment, si je sélectionne ce edge-là, techniquement, c'est celui-ci, et il est également lié à cet îlot UV-là, il va sélectionner les deux. Donc, si je veux éviter ça, il faut que je redésélectionne, entre guillemets, mes 2 flèches ici, et que je resélectionne l'entièreté de mon mesh. Et là, ça va marcher. Donc, 2. Voilà. SX0 pour m'assurer qu'il est bien à plat. Il est bien à plat. Même chose ici. SX0. Celui-ci, SY0. Y étant la verticale. Même chose ici. SY0. Et je me retrouve avec un polygone qui est 100% plat. Autrement dit, c'est un rectangle à 100%. Il n'y a pas d'erreur. Et si je fais maintenant CTRL L, L pour lier, ça va sélectionner l'entièreté de mon îlot de UV. Et que je fais U au clavier, je peux maintenant, où est-ce qu'il est? Follow, attendez. Follow Active Quad, et ça va, regardez bien, me faire maintenant une ligne qui me permet d'avoir un dépliage qui va suivre la forme de ma tour complètement ici. Cependant, c'est pas la seule chose qui peut avoir son importance en ce moment. Si vous regardez mes briques en ce moment, sont orientées dans la mauvaise direction, donc j'ai juste sélectionné
cette partie-là. Donc, voilà. Donc, je sais maintenant que c'est cet UV-là. Je peux le tourner RX90. En fait, j'aurais juste dû faire R90 parce que on peut seulement le tourner dans une direction. Donc, voilà. Vous remarquerez aussi que je peux agrandir ou rétrécir chaque section. Ça peut avoir son importance, mais pour l'instant, je vais juste le sortir de mon espace pour une petite seconde. Juste le temps de sélectionner les autres. Donc, encore une fois, CTRL L, R90. Là, on va le mettre en dessous pour dire qu'il est fait. Même chose pour lui. CTRL L, R90. R90, pardon. Voilà qui est fait. Et je pourrais continuer ainsi jusqu'à ce que j'ai déplié l'entièreté de ma tour. On va refaire celui-là, par exemple. Donc, petit point aussi, CTRL L, mais dans l'espace 3D, vous pouvez sélectionner normal, qui va sélectionner l'entièreté de votre mesh, en fait, tout ce qui est connecté au même mesh. Matériel, ça c'est basé sur les matériaux. Et Seams, ça va se limiter à vos Seams, donc tout ce qui est en rouge. Toutes les edges qui sont en rouge vont bloquer votre sélection. Petit truc aussi qui peut marcher si jamais vous faites de la sélection. Donc, je sélectionne le edge, SY0, SY0, SX0, SX0. Voilà. Je sélectionne la face. CTRL L. On remarque que c'est bien L qui est la face active. U. Follow active quad. Et voilà. Maintenant, cette partie-là est également dépliée correctement. Je sélectionne l'entièreté de mon mesh. Il reste juste à faire mon layout très rapidement. Là. Essayez de rester moindrement organisé. Aussi, petit point important, il faut essayer de garder les îlots aussi proportionnels que possible, entre guillemets. Vraiment dit, si je scale un îlot, je vais essayer de scaler tous mes îlots en même temps, autant que possible, parce que si je prends par exemple celui-ci, et que je le scale down, regardez ce qui va se passer, je me retrouve avec une texture qui a beaucoup moins de résolution ici que pour le reste de mon modèle. Ça peut poser problème avec les textures basées sur des images. Donc, si je veux scaler, je vais essayer de garder le même ratio entre guillemets, de ce qu'on appelle des texels, autrement dit des textures cell, entre guillemets, des éléments de texture. Donc, essayez de garder à peu près la même échelle pour chacun de vos îlots, autrement dit. Donc, cela étant dit, j'ai déplié cet objet-là, qu'importe ce que c'est, et j'ai réussi, en utilisant mes UV, à donner une forme qui est plus intéressante à une partie de mes textures pour avoir justement un côté qui fasse plus crédible pour cet objet-là. Si jamais vous cherchez un exercice pour pratiquer le dépliage, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une Suzanne, donc voilà. On a notre objet ici qu'on peut déplier. Et par défaut, tous les primitifs dans Blender ont un dépliage. Cependant, si vous voulez éviter ou si vous voulez en recréer un from scratch, vous pouvez aller dans les propriétés de votre objet, donc le petit carré qui est ici. Non, c'est dans les data, pardon. Et si vous allez dans UVMap, vous pouvez supprimer celui qui est là par défaut et le recréer par vous-même. Donc, je vais pas vous... Quoique, je vais vous le montrer, mais je vais vous laisser quelques secondes pour mettre la vidéo en pause et essayer de votre côté. Donc, vous êtes encore là? Ou vous avez terminé? On va le faire devant vous. Donc, très rapidement. Donc, n'oubliez pas que vous avez le Alt qui permet de faire des sections par loop. Mark Seam. Vous pouvez aussi faire marquer vos seams en plusieurs coups. Ça peut être une bonne habitude, comme ça évite de faire des erreurs de sélection. Là. Il n'y a pas de règles spécifiques, soit dit en passant, pour le dépliage du V, par exemple pour Suzanne. L'important, quand vous allez déplier quelque chose, c'est vraiment d'éviter la distorsion, d'une part, et d'autre part, d'essayer de mettre les seams à des endroits qu'on voit pas trop. Donc en ce moment, vous remarquez que j'ai suivi le contour du visage et j'ai surtout utilisé les creux derrière ses yeux pour cacher les seams.
Cependant, c'est un problème qui est beaucoup moins présent qu'il y a quelques années, où est-ce qu'on n'avait pas les logiciels de texture painting comme Substance, par exemple, qui sont maintenant communs en 3D. Donc, à l'époque, fallait vraiment faire beaucoup plus attention maintenant pour le placement de nos seams. Maintenant, c'est un petit peu plus permissif en comparaison. Je vais juste aller à l'intérieur. Ça, c'est bon. Seam. Il y a ça qui risque de poser un petit peu problème, donc je vais le mettre à part, celui-là. Encore une fois, comme on a les texture painting software maintenant, c'est quand même un petit peu plus facile. Juste aller faire l'arrière de la tête. Traditionnellement, l'arrière de la tête, c'est caché par les cheveux, généralement sur un personnage, donc on peut cacher beaucoup de signes là-dedans. Petit truc en passant. Sauf évidemment, si vous modélisez Kojak, là, ça va être Kojak, je pense, là, non, je pense que c'est ça. Donc, ça va poser un petit peu plus de difficultés, mais à part ça, ça devrait le faire. Ah. Pour ceux qui se poseraient la question dans la rediff, je vois que les messages dans le chat, mais je vais y répondre entre les deux épisodes. Il avait été prévenu pendant la préparation du live. C'est juste de garder un flot de paroles cohérent pour la démonstration. Voilà qui est fait. Juste l'arrière à faire. C'est bon, ça devrait être à peu près correct. On va voir ce que ça donne. Donc, A au clavier, U, unwrap. Et c'est quand même pas trop pire. Vous remarquerez que c'est pas exactement similaire à ce que j'avais tout à l'heure, mais c'est, on va dire, entre guillemets, close enough. J'en profite pour attirer votre attention sur le petit rectangle qui apparaît. Vous pouvez utiliser ça pour augmenter la marge entre vos îlots de UV, ce qui peut vous donner un petit peu plus d'espace pour respirer. Il y a aussi une fonction que je voudrais vous montrer très rapidement, qui s'appelle... Juste... Edge, une petite seconde. Là, juste sélectionner jusqu'ici, disons. Et là, UV. Et là, chaque fois que je le cherche, Stitch. Voilà. Là, je l'ai peut-être pas super bien placé. On va le refaire. Donc, ce serait plus avec cette partie-là, je crois. Ce qui permet, en gros, de relier des parties d'îlot que vous avez découpées. Donc, UV, Stitch. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un petit problème. Donc, on peut faire un ajustement entre guillemets mineur. Voilà, quelque chose comme ça. Évidemment, il faudrait que je le retravaille encore un petit peu, mais je crois que ça vous donne une idée. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Là. UV. Et moi, je le cherche. Je crois que c'était Alt V le raccourci. Ouais, voilà. Et voilà. Et maintenant, j'ai maintenant relié ces trois îlots ensemble, ce qui me donne un seul îlot, et ça m'évite d'avoir trop de signes autour du visage. D'ailleurs, faites juste attention aussi, quand vous avez des endroits superposés, ça peut causer des glitches, surtout si vous utilisez des softwares de texture painting comme Substance, ça va vous poser des problèmes, donc évitez. Il y a d'autres techniques aussi de texturing, entre autres les trim sheets, mais ça, on en parlera au moment de parler des matériaux. Ça termine la démonstration de UV.
Et ça termine aussi l'épisode de cette semaine. Je vous rappelle donc de liker, commenter, partager, cliquer sur la petite cloche et je vous revois la semaine prochaine où est-ce qu'on va parler entre autres de loop modeling et d'importation de références dans Blender. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.